Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Voici les titres du jour. On va commencer par regarder un nouvel épisode de la série La famille tout écran, votre série préférée qui vous est proposée par notre partenaire Le Clémy, avec au programme aujourd'hui l'impact des écrans sur le sommeil de nos enfants. On voit ça dans un instant. Et puis Hélène est derrière la tech, elle est toujours là avec nous en plateau. Bonjour Alexandra. Bonjour Philippine. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui Alexandra? On va se poser une question fondamentale. Faut-il travailler pendant les vacances quand on est lycéen? C'est vrai que c'est une vraie question et même pour ceux qui ne sont pas lycéens. On voit ça dans un instant. Et puis c'est notre grande question du jour. Comment pousser tous les jeunes vers la découverte de milieux professionnels qui leur paraissent éloignés ou inaccessibles? La question a été vaste et pressante cette année, d'autant plus à l'approche, vous savez, des stages obligatoires en fin d'année scolaire. On en parle avec notre invité Yann Bouvier. Bonjour Yann. Bonjour Philippe. Soyez le bienvenu sur le plateau de l'école du futur. Ravi d'être avec vous. Merci beaucoup. Vous êtes chargé de mission pour la FIPA. La FIPA, c'est la Fondation Innovation pour les apprentissages. Exactement. On en parle dans un instant, juste après le focus. Pour sensibiliser enfants et parents à l'utilisation du numérique au sein des foyers, Le Clémy nous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. On regarde justement cet épisode ensemble. Il est 2h du matin et votre nuit est finie. Ma chérie, tu sais que tu dois arrêter de regarder les dessins animés quand ils te font trop peur. C'est pas faute de l'avoir rappelé à tablette. Je ne pourrai plus la mettre dormir de toute la vie. Il y avait quoi dans ton cauchemar? C'était le tigre avec le gros yeux rouge et ça faisait trop peur. Allez, pour cette nuit, tu peux dormir avec maman et papa. Et demain, on trouvera un moyen de chasser tes vilains cauchemars. D'accord. Allez, allonge-toi. Ça, c'est le tigre qui fait trop peur. Oh, tigre, je te prends, je te roule en boule et je te jette aux oubliettes. Et celui-là, c'est quoi? Ça, c'est l'arbre qui est tout noir et qui fait trop peur. Regarde, hop, ça a disparu. Et ça sort de ta tête, ça la libère. Et celui-là, c'est quoi? Ça, c'est maman quand tu maquilles trop, elle fait trop peur. Vous l'aurez compris, les enfants ne doivent pas rester seuls devant les écrans, surtout quand ils sont connectés à Internet. S'ils ont été confrontés à des images violentes ou pornographiques, prenez toujours le temps d'en discuter avec eux de manière calme, bienveillante et en confiance. J'en connais un qui va aller dormir sur le canapé si ça continue. Allez, autre chose à présent. Faire découvrir aux lycéennes les passionnants métiers d'ingénieur et de technicienne. Prouver aussi que ces métiers dits plutôt masculins sont aussi accessibles aux filles. Permettre aux adolescentes de s'identifier et de se projeter dans ces métiers à travers des témoignages et des expériences en entreprise. Et puis, bien sûr, évidemment, susciter des vocations. Voilà la mission, l'une des missions que porte notre invité. Et on en parle avec lui tout de suite dans la première partie du talk. Et donc aujourd'hui à nos côtés pour en parler, Yann Bouvier. Je rappelle que vous êtes le chargé de mission pour la FIPA, la Fondation Innovation pour les apprentissages. Alors Yann, les stages de découverte obligatoires, c'est une première porte d'entrée dans le monde de l'entreprise. Mais vous avez fait le constat récemment que déjà là, au moment de ces stages, de grandes inégalités apparaissent, notamment vis-à-vis des jeunes filles qui veulent se diriger vers des filières techniques. Vous avez donc créé ce stage de seconde que vous appelez un stage multi-entreprise. Est-ce que vous voulez bien nous en parler? Alors avec plaisir, vous savez, je représente une fondation interentreprise qui s'appelle la FIPA. Et cette fondation, en fait, elle a vocation à innover. Donc, d'où le mot innovation pour les apprentissages. L'innovation que nous avons développée dans le cadre du stage de seconde, c'est celle que vous évoquez. C'est celle de faire découvrir en fait les opportunités dans les métiers dits techniques pour des femmes. Et en réalité, on a appelé cette innovation 10 stages en 1 seconde. Parce que il y a 10 jours de stage et on s'est dit pourquoi pas justement en 10 jours essayer de permettre à plusieurs entreprises de présenter leurs opportunités. Et on était vraiment ciblé sur les filières dites techniques, mais également sur une population bien précise parce qu'on s'est dit qu'il faut faire découvrir ça à des lycéennes et à des jeunes femmes uniquement. Alors pourquoi ?
Parce que les entreprises que je représente, qui ont pour certaines finalement, et qui œuvrent dans les milieux industriels, mais pas uniquement, elles ont fait ce constat et le partagent. Il y a de grandes opportunités et de grandes carrières à faire. Ça, c'est quand même important à souligner. Par la voie, en fait, des études en alternance. L'apprentissage, c'est ce que nous représentons avec ces entreprises, dans les filières techniques. Et idéalement, en fait, sur la possibilité d'évoluer vers un métier d'ingénieur. Et comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, ce n'est pas forcément une voie que les femmes plébiscitent. Non. Parce que, probablement, vous l'avez dit, elles se disent que ce n'est pas une voie où on les attend, mais elles n'ont peut-être pas suffisamment d'informations. Nous l'avons constaté d'ailleurs dans ce stage que nous avons démarré la semaine passée. Quand on les interroge, on sent qu'il y a ce déficit d'information et qu'elles manquent finalement de projection. Et de rôle modèle peut-être aussi. Également, ça en fait partie. Ouais. Je pense que dans leur famille, probablement, elles n'ont pas la possibilité de s'identifier à quelqu'un qui a fait une carrière dans ces filières. C'est ce que vous leur proposez d'ailleurs. C'est ce que nous leur proposons. C'est une immersion différente chaque jour, c'est ça, dans une entreprise différente. Exactement. À la découverte de métiers différents. On peut citer parmi les entreprises qui ont relevé ce défi, parce que c'est quand même un défi, c'était une première. Donc le groupe La Poste, on peut citer également GRDF, EDF, Orano, des entreprises aussi de taille un peu plus modeste, c'est-à-dire ITGA. Voilà, je ne vais pas toutes les citer, mais toutes ces entreprises ont répondu présent avec cet angle de vue très très précis de découverte métier. Alors, on l'a dit, pour y remédier, justement, vous mettez donc en lien les jeunes filles alors en classe de seconde, il y a quelques semaines, avec des grandes entreprises dans lesquelles elles se retrouvent en immersion à chaque fois le temps d'une journée. Ça pose aussi, Yann, la question des liens entre l'école et l'entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, ces liens sont assez forts ou est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire, selon vous, pour justement travailler, participer à la démystification de ces métiers auprès des jeunes filles, notamment? Alors, la bonne nouvelle, c'est que les choses ont évolué. Parce qu'effectivement, on avait un éloignement ou peut-être une distance qui n'était pas adéquate entre l'entreprise et l'école. Donc, ces derniers temps, la volonté est là. L'éducation nationale, pour ne pas la nommer, s'est structurée. À structurer son organisation pour proposer justement, avec par exemple les bureaux des entreprises, ces possibilités de se rapprocher de l'entreprise, mais ce n'est pas suffisant. Je pense que l'élément qui est important dans l'aspect de la communication vers ces jeunes, c'est les métiers qui recrutent. Je pense que ça, c'est important. D'où l'angle que nous avons choisi. Oui, là, on est vraiment dans des métiers qui recrutent et qui sont même en pénurie d'attractivité. Alors, justement, pardon, je vous coupe, mais effectivement, les chiffres sont quand même alarmants. Pénurie d'ingénieurs en France, qui pose aussi un problème évidemment économique. Selon le rapport de l'IESF, la France diplôme chaque année 38 000 ingénieurs par an, alors qu'il en faudrait 60 000 au moins pour répondre aux besoins du marché du travail. La filière hydrogène en manquait de 5 000, la filière de l'air et de l'espace 10 000, le nucléaire de 10 000 aussi, c'est énorme. Est-ce que ce sont aussi des retours que vous avez du terrain auprès de ces entreprises avec lesquelles vous travaillez pour mettre en place ces stages et qu'est-ce qui fait qu'on manque aujourd'hui cruellement d'ingénieurs ? Alors les chiffres, ils sont, vous avez bien résumé, vous avez été assez précise en plus. Donc non, c'est le constat qui est fait. Je pourrais même, je suis pourtant quelqu'un d'optimiste, on constate en fait finalement une croissance en fait du manque. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. On avait plutôt une vision qui stagnait et cette année dernière, on décline. C'est dû à quoi, vous pensez? Alors, il y a plusieurs choses. Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais ce qui nous a été dit, c'est que la première chose, elle est liée, elle est démographique. D'accord. Ni plus ni moins. La deuxième, elle est liée à la réforme du baccalauréat, qui fait qu'on a moins de jeunes femmes ou de jeunes hommes qui se destinent à aller faire des études dites scientifiques. Tout à fait. Voilà, on a un certain nombre d'éléments comme ça qui sont de nature à complexifier justement ce que vous avez présenté. Et c'est pour cela aussi, je me permets de vous en parler, parce que nos entreprises sont vraiment dans des projets extrêmement concrets au sein de notre fondation, que nous avons développé il y a maintenant 3 ans un programme qui s'appelle Ingénieuse. On relie encore une fois à ces vocations qu'on veut faire naître chez les femmes, qui propose en fait aux jeunes femmes qui sont titulaires d'un baccalauréat de pouvoir en fait évoluer vers un BTS dit technique, de partir aux États-Unis d'ailleurs pendant un mois à New York pour une mobilité internationale,
Et on va tous et toutes leur donner finalement tout ce qu'il faut pour entrer après en école d'ingénieur. D'accord. Et tout ça, bien sûr, en alternance dans les entreprises qui sont au sein de notre fondation, qui proposent les contrats d'alternance du BTS et après en école d'ingénieur. Voilà, donc ça, c'est important. Et je me permettrai d'ajouter une chose qui me semble essentielle, c'est que si vous choisissez cette voie, si vous avez cette vocation et cette envie, quand vous êtes ingénieur, vous pouvez après, et ingénieuse ou ingénieur, vous pouvez tout vous permettre, c'est-à-dire que vous pouvez après vous reconvertir, pourquoi pas dans d'autres filières. On n'en parle pas assez. Et on n'en parle pas assez, c'est-à-dire que ça vous permet demain d'avoir non seulement de hautes fonctions, mais également d'aller dans d'autres secteurs. Et l'inverse, parfois, quand vous vous êtes spécialisé dans des filières qui attirent beaucoup les jeunes, le marketing et la communication, ça, on peut dire que ce n'est pas vrai. Si la féminisation des effectifs est effectivement encore à la traîne, et vous en avez très justement parlé dans bon nombre d'écoles aussi, c'est parce qu'il y a trop peu de collégiennes et de lycéennes qui rêvent de devenir ingénieurs aussi. J'en parlais tout à l'heure, mais je voudrais qu'on en reparle. Il y a le sujet donc évident des rôles modèles, ces femmes techniciennes, dirigeantes, ingénieurs que vous mettez en avant aussi et que vous présentez, de ce que je comprends, à ces jeunes filles, stagiaires en classe de seconde et que vous accompagnez. Pour vous, ça aussi, ce sujet des rôles modèles, de la présentation de femmes qui ont ces parcours-là et qui peuvent montrer aux autres que, en fait, ouais, c'est possible, ça fait partie de la clé du changement pour vous? C'est un élément important. Nous, pour l'anecdote, quand on reçoit ces lycéennes, parce que nous en recevons bien avant le stage du seconde, on avait déjà entamé ces démarches d'orientation. On leur présente en fait 4 femmes, une ancienne première ministre, deux CEO du CAC 40, et on leur dit quel est le point commun de ces femmes. On dit voilà, en fait, elles sont toutes diplômées d'une école d'ingénieur. Et donc, c'est bien la preuve qu'à un moment donné, c'est une possibilité évidente, en fait, non seulement pour faire carrière, mais également pour évoluer dans des fonctions diverses et variées. Et ça fait partie des rôles modèles. Les rôles modèles, ils sont aussi dans des fonctions que je qualifierais d'intermédiaires. Vous pouvez être facilement dirigeant en ayant été ingénieur, notamment dans des grands groupes. Vous pouvez être facilement patron d'entreprise. Tout ça, ça en fait partie. Mais il y a un rôle modèle aujourd'hui qui manque dans l'échiquier, je pense, qu'on trouve beaucoup en Allemagne. C'est ces apprentis. C'est-à-dire que d'avoir, d'un côté, fait des études d'ingénieur, mais en plus de l'avoir fait en alternance, et de cette manière de s'être hissé à des postes en jeu, ce rôle modèle-là pour une femme serait, je dirais, le dernier élément qui propulserait, à mon avis, bon nombre de vocations. Et sur lequel vous insistez effectivement beaucoup. Sur lequel nous insistons au travers de notre fondation, oui, c'est très clair. Et ça va être l'objet, ce que je vous propose, de notre deuxième partie d'échange. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète Tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Yann Bouvier, chargé de mission pour la FIPA, la Fondation Innovation pour les apprentissages. Yann, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique d'Alexandra de Villers qui a une idée derrière la tech. Alexandra, faut-il travailler pendant les vacances d'été quand on est un lycéen? Ça, c'est une excellente question qui se pose à tous. Oui, c'est une très bonne question. Il faut savoir que les lycéens, là, vont être en vacances bientôt. Ils vont avoir 6, 7, voire 8 semaines devant eux. Quel bonheur. Ils ont de la chance. Je pense que oui, il faut se reposer, il faut profiter des vacances après une année chargée. Ouais. Mais on peut aussi en profiter pour rattraper son retard, par exemple, pour prendre un peu d'avance et puis pour se projeter dans son futur. L'été permet-il de rattraper le retard qu'on a accumulé pendant l'année scolaire et surtout comment on s'y prend? Eh bien, si c'est le cas, si on a pris du retard pendant son année scolaire, je pense que l'été, c'est le bon moment pour essayer de le rattraper. Notamment au lycée, la classe de première est vraiment la classe qui est devenue la plus difficile. Il y a une vraie marche entre la seconde et la première, puisqu'on choisit des spécialités et donc on nous demande de devenir des spécialistes. Notamment, si je prends l'exemple des maths, eh bien, si on a pris l'aspect maths en première et qu'on avait un niveau un petit peu faible en seconde, ça vaut vraiment le coup de se dire « je me remets en selle pendant mon été ». Un conseil, reprenez toutes les évaluations que vous avez faites pendant l'année. Si à la fin de l'été, vous êtes capable de refaire toutes les évaluations de maths de seconde, on peut penser que vous êtes vraiment prêt pour aborder la classe de première. La régularité, c'est le maître mot. Peut-être prendre quelques heures par semaine, pas énormément, mais 2-3 heures, toutes les semaines, tout l'été. Et ça fonctionne. Pour se mettre à jour. Alors, prendre de l'avance, ça veut dire quoi, Alexandra? Alors, pas mal de lycées proposent, en tout cas exigent de leurs lycéens de faire un certain nombre de travaux pendant l'été, notamment lire des ouvrages littéraires ou des ouvrages philosophiques. C'est nécessaire de le faire, c'est la même chose, il faut s'organiser. On les connaît, les lycéens, ils vont être en vacances, ils vont plutôt avoir envie de profiter. Oui. Moi, le conseil que je leur donne, c'est si vous avez 4 livres à lire, eh bien, vous vous fixez un livre par quinzaine et puis vous faites une petite fiche de lecture parce qu'en général, vous avez une évaluation début septembre. C'est vrai. Un autre conseil, il existe un site très très bien fait qui s'appelle le petitlitteraire.fr qui vous permet d'avoir accès à des fiches de lecture, à des analyses littéraires. Il faut aller regarder ça une fois qu'on a lu le livre, évidemment. Ça aide, effectivement. Est-ce que c'est pas aussi le bon moment, Alexandra, pour réfléchir l'été à son orientation? Philippine, vous prêchez une convaincue, évidemment. L'orientation, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et quand on arrive en terminale, eh bien, on est très vite débordé. L'année de terminale, c'est une année marathon. Il va falloir réussir son parcours académique, puisque le dossier scolaire compte sur Parcoursup. Il va falloir peut-être préparer des concours. Il va falloir réaliser ce fameux Parcoursup qui prend beaucoup de temps. Donc si on peut prendre de l'avance et réfléchir à son orientation pendant l'été, c'est vraiment très important. Un petit conseil, visitez le site Parcoursup. Vous le savez, Philippine, je le dis souvent en plaisantant, c'est mon meilleur ami. Oui. Allez-y, je vous le prête pendant l'été. Et ça va vous permettre vraiment d'avoir déjà des idées de ce que vous pouvez faire. Et les certifications de langue, est-ce que vous conseillez de les passer aussi pendant l'été? Oui, exactement. Ouais. Certaines formations vont exiger de vous que vous leur montriez votre niveau d'anglais par une certification. Alors, anglais ou espagnol ou allemand, bien sûr, mais comme l'IELTS, comme le TOEFL, je conseille de le travailler pendant l'été et de le passer soit fin août, soit tout début septembre. Alors, pour 2 raisons. La première, c'est que ça nécessite de travailler. Il ne faut pas imaginer que, sous prétexte qu'on est plutôt bon en anglais, on peut y aller comme ça. Non, il faut travailler. C'est des questions très techniques. Et deuxièmement, si vous ratez, c'est-à-dire si vous n'avez pas le score nécessaire pour postuler à la formation, du coup, vous avez le temps de retravailler et de repasser avant le couperet de Parcoursup. Donc, c'est intéressant. Qu'en est-il de l'extrascolaire? L'extrascolaire, c'est pareil, c'est vraiment le moment où on peut le travailler. Alors, je vous donne des petits exemples concrets. Profitez de l'été pour faire 1 ou 2 expositions. Lisez un bon roman, regardez des films, disons, plus classiques. Sachez que c'est des questions qu'on vous posera si vous passez des entretiens de motivation au mois d'avril de l'année terminale. On est dans le classique. Quelle est la dernière expo que vous avez vue? Quel est le dernier livre que vous avez lu? En terminale, malheureusement, vous courez, vous n'avez pas le temps. Donc, faites ça pendant l'été. Et puis, les fameuses rubriques activités de Parcoursup. Dans Parcoursup, vous allez pouvoir renseigner 4 rubriques, notamment sur votre engagement, sur votre accompagnement. Est-ce que vous avez animé des choses, etc. Est-ce que vous êtes investi dans une association? C'est pareil, pendant votre année de première ou de terminale, vous êtes très pressé, vous n'avez pas le temps. Profitez de l'été pour le faire. Et je vous donne un petit conseil, Philippine, ça va vous parler. Bien sûr. Il y a un site absolument merveilleux, je suis allée le visiter justement, j'ai regardé dans le détail, qui s'appelle jeveuxaider.gouv. Et là, on peut trouver des belles missions locales, de court terme, de plus long terme.
Et vous avez reçu Philippine. Exactement, jeveuxaider.gouv.fr, effectivement. Et vous avez été conquise. J'ai été absolument conquise. Bon, est-ce que vous avez un dernier mot, dernier conseil peut-être pour finir? Alors pour finir, Philippine, si vous acceptez, ça va être 2 mots. Bien sûr. L'été, les vacances d'été pour les lycéens, ça doit être du plaisir, mais aussi de la réflexion. Je dis, ne lâchez pas tout pendant l'été, mais lâchez prise quand même. Merci beaucoup pour ce conseil. Vacances. Et bonnes vacances. Bah oui, quand même. Merci beaucoup, Alexandra, pour cette dernière chronique de la saison. Merci. Et puis nous, on lance ensemble, on continue à parler évidemment d'éducation. Et vous allez voir de voix professionnelle tout de suite dans la deuxième partie du talk. Et on continue d'en parler avec notre invité aujourd'hui, Yann Bouvier. Un autre des sujets que vous portez avec force et que vous avez commencé à aborder dans la fin de la première partie du talk, c'est celui de la voie professionnelle. À ce sujet, Guillaume Prévost, le délégué général de Vers le Haut, a récemment écrit que pour constituer, je le cite, des véritables filières professionnelles d'excellence, la réponse tient tout autant dans les centres de formation d'apprentis et dans les entreprises qu'à l'école. Est-ce que vous partagez cet avis, Yann? Ce sont trois entités aujourd'hui qui ne se parlent pas assez. On a encore un peu de pain sur la planche pour redorer en tout cas le blason de la filière professionnelle et notamment, et je sais que ça vous tient au cœur, de l'alternance. Oui, de l'alternance bien évidemment, surtout que quand on parle de voie professionnelle, on a finalement 2 options, avec ou sans alternance. Oui. Et ça, c'est un élément. Vous parlez du dialogue avec les entreprises. On peut être dans la voie professionnelle, avoir un contact avec l'entreprise par l'intermédiaire d'un stage. Mais je ne peux que recommander cette voie que je plébiscite et que nos entreprises plébiscitent, qui est l'alternance. Et également, un élément qui ne paraît pas forcément toujours très évident, de démarrer le plus tôt possible. Quand on a une conviction en termes d'orientation, plus tôt vous démarrez la voie professionnelle et plus tôt vous êtes compétent. Plus tôt vous avez cette capacité en fait à évoluer. La compétence dans la voie professionnelle, c'est un élément clé, c'est un élément en plus qui va jouer dans votre intégration au sein de l'entreprise. On a des entreprises qui sont aujourd'hui très centrées là-dessus et aujourd'hui elles sont dans ce défi. Les entreprises que je représente ont des milliers d'emplois à la clé qui sont centrés là-dessus. Donc, premier élément, encore une fois, la question du niveau. À quel moment vous vous orientez? Le plus tôt possible, selon moi, est le mieux. Le fait d'entrer en CAP pour se prédestiner à un métier, ce n'est pas trop tôt. C'est une option aussi qu'on pourrait favoriser, surtout quand on y est résolu. Mais en même temps, et j'irai sur la suite, vous avez, et c'est ça qui est une chose qui me paraît excellente, c'est que vous avez la capacité de pouvoir entrer en bac pro, vous pouvez poursuivre, et vous pouvez comme ça, de fil en aiguille, acquérir des compétences. Et par le biais de l'alternance, les structurer. Une autre chose que vous évoquez, qui est les centres de formation. Alors, les centres de formation, là aussi, ils sont de 2 ordres. Et ils sont assez différents, finalement. Que vous soyez en lycée pro par la voie initiale, vous n'êtes pas un centre de formation par apprentissage. Donc, j'aimerais quand même dire une chose qui me paraît importante. Aujourd'hui, on a un vrai débat qui a été engagé sur la question en fait du financement de ces centres de formation, et notamment puisque la loi Avenir Professionnel faisait en sorte de favoriser les premiers niveaux de qualification. Donc nous sommes justement dans ce que nous évoquions à l'instant. Et je pense que c'est important aussi là-dessus de préserver ces formations de leur niveau de qualification minimum, parce qu'en les préservant, on est tout à fait en capacité derrière de permettre à des jeunes de s'insérer. Certains en ont besoin. C'est sûr. Pour pouvoir après continuer à évoluer post-bac dans des fonctions. Je terminerai en disant une dernière chose. Je parlais des gens qui font cette option d'orientation le plus tôt possible. Mais, et c'était peut-être un petit peu l'angle d'attaque de votre propos, ces voies ne sont pas réservées uniquement aux personnes qui sont en difficulté, qui sont en décrochage. C'est souvent le raccourci que nous faisons, et à tort, parce que ce sont là-dedans des métiers qui recrutent, des métiers qui sont des métiers nobles, on pourrait les citer, mais ils permettent aussi parfois pour des personnes et des jeunes qui ont eu un accident de parcours de trouver un rebond
Il faut le souligner, il faut plutôt le prendre comme ça. Ce que vous dites, c'est qu'il faut valoriser la filière professionnelle, l'alternance aussi, au même titre que la voie générale, marteler l'idée qu'en fait, il n'y a pas de voie royale. Notre voie royale, c'est la nôtre, justement. C'est celle qu'on choisit. Alors, on a besoin d'être aidé et d'être aiguillé dans ce choix de vocation, mais il est clair qu'effectivement, c'est celle que l'on choisit. C'est important de démystifier l'orientation des jeunes filles, tout comme la voie professionnelle, vous nous l'avez dit. Alors, à l'occasion de la journée la journée internationale des femmes et des sciences le 11 février, l'association Elle Bouge, que vous connaissez peut-être, qui promeut aussi les métiers techniques et scientifiques auprès des jeunes filles, a lancé un sondage, ça s'appelle Elle Bouge en sciences. Et cette association a posé une question à ses participants. Qu'est-ce qu'une femme en sciences? Ce à quoi j'ai retenu une réponse qui m'a beaucoup touchée, je vous la cite. Une femme en sciences, c'est une opportunité pour le monde. C'est la même chose qu'un homme en sciences, à quelque chose près qu'elle relèvera encore plus de défis au quotidien que lui en raison de son genre. Est-ce qu'il est là aussi, Yann Bouvier, le combat, une fois qu'elles sont en poste, rendre ces métiers et les tâches des femmes égaux, autant que possible, on le souhaite, à celui des hommes? Alors, je ne vais pas répondre directement à votre question sous cet angle-là. Dans le programme que j'évoquais tout à l'heure, qui s'appelle Ingénieuse, le choix que nous avons fait, c'est de considérer qu'on proposait cette option à des femmes. Et qu'elles étaient finalement, dans leur incarnation de femmes, qu'elles allaient apporter quelque chose de différent. Qu'elles allaient avoir probablement une approche de la filière ou du cursus ingénieur différent des hommes. Et que ça, c'était une excellente chose. Ouais. Qu'il n'y avait pas finalement cette forme de rivalité ou cette forme de vous parler d'égalité, probablement. Mais en même temps, ce qu'on veut, c'est qu'elles viennent en tant que femmes. Et qu'elles apportent avec leurs différences. Exactement. Ouais. Et c'est ça qu'on veut montrer. Et c'est ce qu'on remarque d'ailleurs aujourd'hui. Parce que quand on a lancé ce programme il y a 3 ans, on a fait s'intégrer ces alternantes, ces futures alternantes, dans des collectifs où il n'y avait pas eu de femmes. Donc ça veut dire qu'on a révolutionné des collectifs qui, du jour au lendemain, en fait, se trouvaient avec une femme, en plus alternante, qui était en formation. Et ça change tout de suite la physionomie d'une équipe. Voyez, donc... c'est ça dont vous faites la promotion aujourd'hui. Et c'est ça que nous proposons. Ouais. C'est une manière de faire fonctionner les collectifs différemment, de traiter des approches ou des problématiques de manière différente. Et je pense qu'aussi toutes les organisations qui se sont intéressées au collectif l'ont constaté. Donc c'est bien pour ça que nous souhaitons qu'il y ait encore plus de femmes dans les collectifs et notamment dans les filières techniques. Alors pour les pousser justement, est-ce que vous saluez, pour revenir sur votre initiative, le stage multi-entreprise, est-ce que vous saluez l'initiative nouvelle en France que ce stage de seconde il soit désormais obligatoire pour tous? Alors, mais complètement. Ouais. Je pense que c'est une idée j'y mettrais 2 bémols, c'est-à-dire que l'idée de départ, elle est excellente. Parce qu'à la différence du stage de 3e, elle arrive au bon moment, selon moi. En première, finalement, on se pose la question de l'orientation. Pourquoi? Parce qu'on va faire un choix de spécialisation pour le bac d'option. Donc c'est le bon moment. Et le stage de seconde, c'est vraiment l'ouverture. Le seul petit problème, c'est que le lancement de ce stage de seconde, elle est peut-être arrivée un peu trop tard pour que ce soit organisé dans des conditions adéquates. Et je ne suis pas certain que dans les messages qui ont été portés, ce sens de l'orientation, il a vraiment été compris. Parce que c'est ça le point central. C'est peut-être un peu vu comme une tannée par les élèves, je dois faire un stage, etc. Alors qu'en fait, l'orientation, c'est bien plus que ça. Voire même pour certaines entreprises qui s'interrogent de pourquoi accueillir. Bon, non, il y a une vraie plus-value pour faire ses premiers pas d'orientation. Il y a 2 semaines. Et de plus, quand on a le choix que nous avons fait, qui est possible pour toutes les entreprises, de pouvoir proposer plus d'options qu'une seule de découverte métier, je pense que là, vraiment, on est dans l'orientation et la découverte des métiers idéale. Le pouvoir des stages en entreprise pour susciter des vocations. Merci infiniment et bravo aussi pour ce que vous faites à vous. Yann Bouvier, je rappelle que vous êtes chargé de mission pour la FIPA, la Fondation Innovation pour les apprentissages. Merci infiniment d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous, Alexandra, d'avoir été aussi parmi nous pour cette dernière chronique de la saison. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, vous le savez, on se retrouve comme tous les jours dès demain, 12h30 sur School TV. D'ici là, passez une très bonne journée.